Le capitalisme engendre une dynamique permanente d'accumulation, de crise et d'innovation. I believe that open markets and free enterprise are the best imaginable force for improving human wealth and happiness. Je pense que les forces sociales et politiques sont les forces centrales dans la dynamique du capitalisme. Did you ever have a moment of doubt about capitalism? Is there some society you know that doesn't run on greed? Comment Adam Smith verrait-il le monde économique qui nous entoure? Je crois que Keynes aurait dit qu'il y a une faille dans l'économie. Hayek a écrit la route de la servitude comme un avertissement. Il faut toujours être prudent avec Marx et ses bons mots. Pour moi, Polanyi a été un séisme intellectuel. Si je devais caricaturer Ricardo, je dirais qu'il ressemble à George Soros. Si vous retournez chez Adam Smith, Marx, Schumpeter, vous avez des embryons de mécanismes vous permettant de comprendre la crise actuelle. D'où vient le capitalisme? D'une évolution naturelle de nos sociétés? Ou de théories élaborées au fil des changements politiques et technologiques? Nous sommes tous partie prenante d'un système dont nous connaissons mal les origines. Et pourtant, cette histoire devrait nous éclairer sur notre présent et notre avenir. Clarion call of industry sounds good morning to America's manpower. In thousands of homes, vigorous workmen rise to meet a new day and a new opportunity. J'ai 44 ans, je suis né et j'ai grandi ici, à Flint, dans le Michigan. Je suis de la 3e génération d'ouvriers de General Motors. Je suis électricien et j'ai été président du local 651 du syndicat UAW pendant 6 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Depuis la fin des années 70, General Motors a progressivement fermé ses usines, comme celle de sa ville d'origine, Flint, pour délocaliser d'abord au Mexique, puis en Chine. C'est le site industriel de Dort qui comptait 10 000 employés. C'est la première fois que je reviens ici depuis qu'ils ont tout démantelé. La tornade économique qui a déraciné les usines General Motors de Flint et entraîné la perte de dizaines de milliers d'emplois est bien une décision politique. Un prix inévitable à payer, si l'on en croit la loi d'un libre marché mondialisé. Un marché défini au cours du 19e siècle par 2 amis, David Ricardo et Thomas Malthus. Voici comment les intérêts politiques et économiques de nos contemporains ont contribué à créer un marché mondialisé au nom d'idées du 19e siècle. Nous voici dans le cœur de la City à Londres. Ce sont les rues où David Ricardo se promenait et menait ses affaires. Nous sommes devant la façade de la Bourse de Londres. Cette bourse royale a été fondée en 1565
plus de 200 ans avant l'époque de David Ricardo. Au XVIIe siècle, les courtiers étaient proscrits, car on les trouvait grossiers et vulgaires. Pour marcher sur ces traces, nous devons aller du côté droit de la Bourse Royale, dans une de ces ruelles de la City, où Ricardo et les autres courtiers se rencontraient. Ricardo est né et a été élevé en Angleterre. Sa véritable formation a démarré à 14 ans, lorsqu'il a commencé à travailler avec son père à la bourse. À ce moment-là, la bourse attire une population relativement disparate. Ce sont des gens qui fréquentent les cafés de Change Alley, à côté de la Banque d'Angleterre. Le Jonathan's Coffee House se trouvait à cet endroit. Dans le dernier quart du XVIIe siècle, quelqu'un a gravé « Bourse des valeurs » au-dessus de la porte du Jonathan's Coffee House. Pour moi, la Bourse de Londres est vraiment née à ce moment-là. Il faut se souvenir qu'au XVIIIe siècle, l'Angleterre est impliquée dans plusieurs guerres commerciales mondiales. C'est le centre du monde marchand. Même si elle est encore primitive, c'est la bourse la plus moderne du monde. Ricardo se débrouille très bien. Nous savons qu'à 15 ou 16 ans, il est courtier pour son propre compte. Et qu'à 20 ans, il est déjà riche. En 1796, il est très aisé. Il achète des propriétés et il séjourne à Bath. Lors de l'un de ses séjours dans un hôtel luxueux, il lit pour la première fois La richesse des nations d'Adam Smith. Le livre d'Adam Smith le pousse à réfléchir plus largement à l'économie politique. Les produits de la terre, c'est-à-dire tout ce que l'on retire de sa surface par les efforts combinés du travail, des machines et des capitaux, se partagent entre les trois classes suivantes de la communauté, à savoir les propriétaires fonciers, les possesseurs des fonds ou des capitaux nécessaires pour la culture de la terre, et les travailleurs qui la cultivent. David Ricardo, les principes de l'économie politique et de l'impôt. Au début du XIXe siècle, beaucoup d'observateurs, comme Ricardo, commencent à s'inquiéter des conséquences à long terme de l'exode rural, la croissance démographique, l'industrialisation sur la structure de la société, sur la répartition des richesses dans la société à long terme. Chez Ricardo, ça prend la forme suivante, c'est vraiment l'idée que le prix de la terre agricole, à long terme, pourrait absorber une part de plus en plus forte de toutes les richesses. Donc c'est vraiment l'idée que les propriétaires fonciers, si on ne fait rien, vont finir infiniment riches. Pourquoi? Alors dans l'esprit de Ricardo, c'est vraiment lié au fait que la terre va devenir infiniment rare à long terme. C'est la vision pessimiste d'une économie stagnante, où la terre, surévaluée, est incapable de nourrir une population qui augmente rapidement. Les propriétaires terriens se contentent de collecter leur loyer. À l'origine de ce pessimisme, Thomas Malthus, un ami de Ricardo, dont les travaux sur la croissance démographique ont profondément influencé les intellectuels britanniques de l'époque. Malthus est né en 1766. On l'éduque d'abord à la maison, puis dans une école religieuse, avant d'aller à l'université pour quelque temps. Enfin, il entre à Cambridge. Il publie son premier essai en 1798, de façon anonyme.
Essai sur le principe de population. Malthus y expose comment, à court terme, la croissance de la population va dépasser sa capacité à produire de la nourriture. D'après lui, ce qui maintient l'équilibre de la population humaine, c'est la misère et le vice. Et par misère, il entend tout ce qui peut causer la mort. Thomas Malthus, who fancied himself something of a mathematician, summarily decided that the world would be out of food by 1890. He blamed reduced mortality rates. C'est important de bien voir que les penseurs économiques sont des êtres politiques, comme chacun d'entre nous. Ils voient le monde autour d'eux. Dans les années 1790, le monde autour des Anglais qui réfléchissent sur le monde, c'est notamment la Révolution française. Cette inquiétude très politique face à l'évolution de la Révolution française est tout à fait centrale pour expliquer, pour comprendre la peur de Malthus par rapport à la surpopulation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, oh là là, le monde moderne peut devenir une chose terrible, parce que la croissance de la population va nous précipiter tous dans la misère des masses et dans la révolution. Mais David Ricardo a un remède à la vision très sombre de son ami. Comme Adam Smith, il explore les mécanismes de la croissance économique. Mais il va jusqu'à formuler une série de propositions concrètes pour libérer le marché et les initiatives privées. Au XXIe siècle, c'est l'Organisation mondiale du commerce qui adapte et applique les idées de David Ricardo. Elle a été très bien expliquée à l'époque par M. Ricardo, elle est toute simple. C'est que si vous faites quelque chose mieux que moi, et si je fais quelque chose mieux que vous, alors nous avons tous les deux intérêt à ouvrir notre échange. Je vais bénéficier de votre savoir-faire, vous allez bénéficier de mon savoir-faire. Ça, c'est ce que dit Ricardo, en gros. 60-second adventures in economics. Fear of foreign competition once led countries to try and produce everything they needed and impose heavy taxes to keep out foreign goods. However, economist David Ricardo showed that international trade could actually make everyone better off, bringing in one of the first great economic models. Ricardo donne même un nom à sa théorie du libre-échange, l'avantage comparatif. La théorie est née d'un débat houleux à l'époque sur la réduction des taxes à l'importation du blé. C'était une façon de combattre le pouvoir des propriétaires terriens en encourageant la concurrence et, de ce fait, la baisse du prix du pain. Ricardo fait remarquer, imaginez que l'Angleterre et le Portugal produisent chacun deux biens, du drap et du vin. Vous voyez, vous fabriquez deux produits et moi aussi. Je suis meilleur pour produire du drap et vous êtes meilleur pour faire le vin. Pourquoi devrais-je produire les deux quand je peux me spécialiser, obtenir un avantage comparatif, mon avantage particulier à produire du drap, et produire plus de drap afin de produire plus, plutôt que de me diversifier. Et vous, qui êtes meilleur en production de vin, vous vous spécialisez dans le vin et vous serez meilleur. By specializing, they can then export these surpluses to each other and both end up better off. This is the principle of comparative advantage. Il y avait des hypothèses extrêmement particulières. Il y avait plein emploi, tous les pays avaient accès à la même technologie. Donc il y avait, comme les magiciens, si vous voulez, il y avait un truc. On a oublié le truc et on a vendu comme universelle la loi que tous les pays ont intérêt à utiliser. Et alors, à une époque où il y a quelques cyniques, on a utilisé de façon rhétorique ce résultat théorique pour forcer les marchés. La théorie de Ricardo est-elle donc un truc de magicien ou un moteur de croissance et de prospérité ? Le commerce extérieur est très avantageux pour un pays, puisqu'il augmente le nombre et la variété des objets auxquels on peut employer son revenu, et qu'en répandant avec abondance les denrées à bon marché, il encourage les économies et favorise l'accumulation des capitaux.
David Ricardo les principes de l'économie politique et de l'impôt. Monsieur Ricardo avait imaginé son système, mais dans un monde dans lequel la distance était encore un facteur de viscosité de l'échange international. On était loin, les transports étaient coûteux. Ce qui s'est passé depuis M. Ricardo, c'est que la technologie, les modes de transport, la conteneurisation, Internet, ont incroyablement rétréci ces coûts de l'échange qui étaient liés à la distance, de telle sorte que sa théorie devient beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé. Notre enquête sur sa théorie originale et sa mise en pratique au XXIe siècle commence à Flint. Quand j'ai commencé à travailler à la division 11, j'avais 25-26 ans. Je me souviens de mon enthousiasme, sans penser à ce qui se passerait 20 ans plus tard. J'avais un emploi sûr, j'aimais mon travail, j'aimais être électricien, j'aimais mes collègues. J'ai commencé à m'impliquer dans le syndicat pour pouvoir leur parler, défendre leurs droits, jusqu'au moment où les choses ont commencé à décliner. Mais voir l'herbe repousser là où nous construisions les éléments des véhicules General Motors, c'est horrible. Si la magie n'a pas opéré à Flint, peut-être aurait-elle pu fonctionner au Mexique, la nouvelle patrie de General Motors? Les États-Unis sont un pays riche en capital. Le Mexique est un pays riche en main-d'œuvre. Si nous nous réunissons, nous sommes très complémentaires. C'est ce que nous avons constaté. Mais au Mexique non plus, la magie n'opère pas partout. Dans la campagne mexicaine, le libre-échange n'est pas vu comme une promesse, mais comme une menace. Avec l'ouverture du pays au maïs américain, moins cher. Tous ces décideurs et ces ministres qui instaurent les politiques agricoles, ils ne se mettent pas à notre place. Par exemple, le traité de libre-échange ne nous effraie pas en soi, mais je pense que nous, en tant qu'agriculteurs et paysans, nous faisons face à un système inégal. Les producteurs des États-Unis obtiennent beaucoup de soutien et de subventions. Nous, on n'a droit qu'à la subvention pro campo, correspondant à 1100 ou 1200 pesos par hectare. Comment Ricardo a-t-il concilié la réalité de la quête d'une main-d'œuvre peu coûteuse et de nouveaux marchés avec son objectif de bénéfice pour tous? Il y a deux clauses importantes dans le livre de Ricardo. Tous ceux qui perdent leur emploi dans la production de draps au Portugal doivent obtenir un emploi dans la production de vin. Et en Angleterre, tous ceux qui avaient un travail dans la production de vin devaient obtenir un travail dans la production de draps. Il y avait l'hypothèse intrinsèque que les gens pouvaient trouver un emploi.
Ricardo, de façon très explicite, dit qu'il ne doit pas y avoir de mouvement de capitaux. Partons du principe que le capitaliste qui produit du drap, parce qu'il est doué pour ça, parce qu'il a la technologie, ne va pas avoir cette idée. Attendez, ils ne produisent rien, ils ont des salaires très bas, ils sont prêts à travailler pour rien. Si j'apportais ma technologie chez eux, et si je produisais là-bas pour vendre seulement ici? Les raisons pour lesquelles General Motors a quitté Flint n'avaient rien à voir avec le libre-échange ou David Ricardo, mais bien avec la recherche d'une main-d'œuvre meilleur marché. La notion de libre-échange se résume à favoriser certains groupes particuliers, essentiellement des grandes entreprises qui sont devenues des conglomérats financiers. Elles peuvent donc passer très rapidement d'un domaine à un autre. C'est un certain modèle de société que l'on vend au public. Non seulement avec la rhétorique de la liberté, mais aussi avec la rhétorique du savoir scientifique. Que retenir de l'histoire du libre-échange, au-delà de la rhétorique scientifique et du vernis de l'avantage comparatif créé par Ricardo? Le libre marché mondial a été créé par l'impérialisme, par des canonnières, par des canons britanniques. Sans ces bateaux, sans les canons et la colonisation, la Grande-Bretagne n'aurait pas pu créer des marchés pour ses propres produits. Plus de canonnières aujourd'hui, mais des bateaux chargés des productions du sud de la Chine, en route pour le marché mondial, image de la force économique grandissante du pays. Ces enfants ne vont pas contempler les bateaux, mais visiter le musée tout à côté. Ils commémorent la bataille navale qui s'est déroulée ici, seulement 15 ans après la mort de David Ricardo. Le libre-échange, imposé par la force des armes. Ce fut la guerre de l'opium, et le gouvernement chinois a fait réaliser un film pour commémorer cet épisode. À la fin du XVIIIe siècle, les Britanniques ont essayé de vendre du tissu de coton et de la laine, et ils ont échoué. Tout d'abord, le climat de la Chine est relativement chaud pour la laine, et pour ce qui est du coton, la Chine a une industrie textile plus avancée. La seule façon pour l'Angleterre d'équilibrer les échanges avec la Chine était de passer par les armes et les bateaux et la vente d'opium. Il fallait créer une dépendance à l'opium et générer ainsi, si vous voulez, un esclavage à travers la drogue. C'est ça la façon dont le libre-échange s'est développé. L'augmentation rapide de l'addiction des Chinois alarme l'empereur. Il charge alors le général Lin Zexu de détruire l'opium existant, d'en interdire la vente et d'arrêter les marchands. La balle était maintenant dans le camp de la reine Victoria. If I were in Lin Zexu's position, I would also burn all the opium. But now it's not the opium issue, nor the issue of the lives and properties of a few merchants. If all nations follow China's example and reject free trade, the British Empire will no longer exist within a year. This is the reason for us to use force.
la marine britannique triomphe de l'armée chinoise, technologiquement inférieure. La Chine est contrainte d'ouvrir plus de comptoirs pour les marchands étrangers et doit céder l'île de Hong Kong à l'Empire britannique. Des concessions au nom du libre-échange. La création d'un libre marché mondial impérialiste par les armes, par les canons, est très semblable à la mondialisation que nous constatons depuis 20 ou 30 ans et qui n'est évidemment pas une histoire ordinaire. Tout le monde meurt d'envie d'accéder au libre marché mondial pour exploiter l'avantage comparatif et profiter du libre marché. Mais si vous regardez l'émergence réelle du libre marché mondial des 20 ou 30 dernières années, ce n'est pas ainsi que ça se passe. Claire Motel, réfugiée à Port-au-Prince, est victime de ce fameux libre-échange. Pour Haïti, les prêts internationaux sont la version moderne de la guerre de l'opium. La vie est si dure que même si tu as 50 $ en poche, tu ne peux rien en tirer. Tu ne peux pas t'en servir pour te préparer quelque chose à manger. Tu es une femme et tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire d'autre que du commerce. Et quand tu fais du commerce, tu es obligé. À Port-au-Prince, l'eau, tu dois l'acheter. Tu dois acheter tout ce dont tu as besoin. La vie est devenue très dure. Mais comme tu es une femme qui fait du commerce, tu auras quelque chose. Même si tu n'as pas trouvé une vraie solution, tu auras quelque chose. Et tu restes là, tu te lèves chaque jour. Tu es une femme. L'eau, tu dois l'acheter. Le savon, tu dois l'acheter. Claire cultivait du riz ici, dans la région d'Artibonite. Mais elle a été contrainte d'abandonner sa terre. Le premier coup reçu par la position agricole, ça a été le processus de libéralisation entamé avec le coup d'État dans les années tout de suite après 86. On a eu une invasion du marché national par une énorme quantité de riz à très bon marché, avec des différences énormes par rapport au prix du riz national. Ça aussi a conduit à un appauvrissement rapide des producteurs paysans qui aujourd'hui sont dans la misère, ils sont obligés d'émigrer vers Port-au-Prince, vers la ville, pour chercher du travail qu'ils ne trouvent pas d'ailleurs. C'est Washington qui a demandé l'ouverture du marché à de nombreux pays en développement, dont Haïti. C'était la condition pour obtenir un prêt du FMI, le Fonds monétaire international, une organisation créée après la Seconde Guerre mondiale, entre autres pour promouvoir le libre-échange comme facteur de croissance, ainsi que le professeur Ricardo. The Allies had barely landed at Normandy when the idea of a monetary fund began to move rapidly from concept to reality. The idea was that by working together to increase world economic welfare, nations would also increase the chance of political peace. With war still raging, the foundation was laid for the International Monetary Fund. À partir des années 50 et surtout 60, de nombreux pays sont devenus indépendants. Ces pays que nous appelons aujourd'hui les pays en voie de développement, où les marchés émergents ont commencé à avoir des perspectives de croissance importantes. Ils ont voulu emprunter pour financer les investissements dont ils avaient besoin. Et c'est là que les ennuis ont commencé. When countries face economic crises or want to prevent them, they can turn to the IMF for advice and loans to help put out their fire and restore stability.
Any member of the IMF, be it rich, middle income, or poor, can ring the bell to ask for a loan. These loans come in various shapes and sizes. They're cheaper than other sources and are tailored to specific needs. Ils viennent et disent « Nous allons vous donner des crédits relais. Nous allons vous aider à restructurer votre dette, mais il y aura des conditions. » Et les conditions sont celles de l'idéologie extrême du libre marché et l'ouverture du pays au pillage pur et simple par les firmes internationales. Look, don't give me a hard luck story. I hear them every day, and quite frankly, they bore me. The facts are simple. In 1973, this bank gave you a loan, and you still haven't paid it back. Si ces pays se sont attirés des ennuis et ne peuvent pas rembourser leurs créanciers extérieurs, doit-on les laisser tomber, comme on l'a fait entre les deux guerres? Ou doit-on faire intervenir un organisme plus multinational, basé sur des règles, pour permettre la renégociation de leurs dettes et les aider à s'orienter dans une voie plus durable? Times are tough, and we're all having to clamp down. And don't look at me like that. This is a bank, not a charity. Au Ghana, comme à Haïti, on a accordé des prêts pour réduire la dette, à condition d'ouvrir le pays aux investisseurs étrangers. Le programme avait même son propre nom, Programme d'ajustement structurel. Ce marché vous montre le chômage de masse qui existe au Ghana. Vous pouvez le voir partout dans la rue. Les gens vendent des biens et des services. C'est le marché noir non réglementé. Riz thaïlandais, américain, vietnamien. C'est ce qui arrive quand vous libéralisez l'économie. L'importation bon marché de ces biens et services porte préjudice aux entreprises de fabrication locales. On a eu, il y a une vingtaine d'années, des critiques contre la mondialisation. Leur argument principal était ce système n'est pas bon pour les pays en développement. Parce que ouvrir la concurrence entre des pays pauvres et des pays riches, entre des pays faibles et des pays puissants, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Le pot de terre sera toujours perdant. Ce mécanisme supposé vertueux chez les économistes où un pays possède un autre pays et investit son capital dans un autre pays, ça n'a pas du tout marché. Parce que, en fait, être possédé par un autre pays, c'est pas forcément un gage de développement humain, social et politique réussi. Libéraliser notre économie voulait dire ouvrir notre marché aux intérêts étrangers. Presque toutes les industries que vous voyez ont été vendues à des investisseurs privés ou rasées et reconstruites. L'expérience prouve, si vous regardez l'histoire économique des 50 dernières années, que les pays qui ont ouvert leurs échanges ont eu, en moyenne, des résultats économiques et donc, dans la plupart des cas sociaux, bien meilleurs que les États qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait dans une moindre mesure. L'exemple extrême, qui est extrême, étant la péninsule coréenne. Vous avez une Corée du Sud qui s'est très bien développée parce qu'elle s'est ouverte et une Corée du Nord qui est dans l'état que nous connaissons parce qu'elle est restée fermée. On le voit notamment, les pays asiatiques, d'abord le Japon, puis la Corée, Taïwan, aujourd'hui la Chine, qui rattrapent le niveau de production des pays occidentaux, c'est essentiellement par un rattrapage du niveau de productivité, de technologie. Alors que c'est pas du tout
parce que les pays occidentaux se seraient mis à investir massivement au Japon et en Chine. C'est exactement le contraire. Quand vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Mais avec le recul, je sais que j'ai vécu l'une des transformations sociales et économiques les plus rapides de l'histoire. Je mesure que la transformation économique que j'ai vue au cours de mes 40 années de vie est équivalente à ce qui s'est passé en Angleterre entre aujourd'hui et le XVIIIe siècle. À l'époque, les États-Unis étaient encore une colonie britannique. Cette transformation s'est faite par le biais de ce qu'on appelle la protection des industries naissantes. Les visiteurs de ce musée découvrent les figures de cire des architectes de l'industrialisation de la Corée du Sud. Tous des militaires. Ils ont bâti la première aciérie du pays, clé de son industrialisation. Le projet a d'abord été rejeté par la Banque mondiale et les investisseurs internationaux. Ils le jugeaient trop ambitieux et irréaliste pour un pays pauvre comme la Corée de l'époque. Pourtant, le pays a trouvé un financement alternatif et on a mis un général à la tête de la société, propriété de l'État. Aujourd'hui, POSCO est une des 3 plus grandes aciéries du monde. C'était un affront à la théorie économique standard. Ce projet allait à l'encontre de toute doctrine connue dans les normes économiques. Et pas une seule fois dans l'histoire, un pays n'a développé son économie en ouvrant son marché à la compétition. I'm Amy Goodman here with Juan Gonzalez. Well, as people around the world continue to protest the soaring prices of basic food items, the World Food Program has described the crisis as a silent tsunami. Dans un rapport, les Nations Unies accusent les prétendus programmes de libéralisation d'avoir ruiné la production agricole. Non seulement les pays en développement ne se sont pas industrialisés, mais ils ont perdu leur capacité à nourrir leur peuple. Nowhere is this perhaps more clear than in the case of Haiti. 30 years ago, Haiti had all the rice it needed. Then in 1986, Haiti turned to the IMF for a loan. Now, after cutting tariff protections on local rice, Haiti imports most of its rice from the United States, which in turn remains heavily subsidized. Since 1981, the United States has followed a policy that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the burden of producing their own food. So thank goodness they can leap directly into the industrial era. It has not worked. It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not pointing the finger at anybody. I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people. Sa théorie a été utilisée à tort et à travers. Pourquoi David Ricardo a-t-il échafaudé un modèle économique qui ne peut pas et ne pourra jamais être appliqué?
Depuis 1000 ans, dans toutes les économies, il s'est trouvé un groupe d'économistes représentant le secteur financier et un autre représentant les intérêts nationaux de l'agriculture et de l'industrie. Ricardo était le porte-parole des banquiers britanniques. Aujourd'hui, on appellerait ça un lobbyiste bancaire. Il avait le problème suivant. À son époque, les gens critiquaient le fait que les 3/4 du budget de la Grande-Bretagne, après les guerres napoléoniennes, servaient à payer des intérêts aux détenteurs d'obligations. Les gens débattaient des emprunts étrangers. Donc, Ricardo avait la même vision que les économistes post-classiques. Il disait « Ne regardons pas du tout la dette. Je vais créer une vue de l'économie comme si toute l'économie fonctionnait sur le troc sans dette. Tout comme s'il n'y avait pas d'argent et que l'argent n'était qu'un voile. » C'est vrai qu'il a les intérêts de sa classe, qui sont plutôt les intérêts d'un agent de change, d'un financier. Je pense quand même que par moment, il défend ses intérêts, mais par moment, comme chacun d'entre nous, il essaye aussi de raisonner d'un strict point de vue désintéressé et d'un point de vue logique. Je crois que Ricardo illustre la victoire des logiciens dans la théorie économique. Et en un sens, Ricardo est le fondateur de la mathématisation contemporaine. Je fournis des concepts qui permettent une habile mathématisation qui montre que l'équilibre va se prévaloir, même si dans la réalité il n'existe pas. Et donc moi je trouve qu'effectivement il a un grand rôle en légitimant des hypothèses fausses afin de justifier un modèle. Donc c'est lui l'un des grands fondateurs de cette idée. Le combat de David Ricardo pour la prétendue liberté du travail a rendu les effets du libre-échange encore plus dramatiques. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les travailleurs ne peuvent pas aller de ville en ville pour chercher à s'employer. David Ricardo veut changer tout ça. Il est rejoint dans son combat par son ami Thomas Robert Malthus. Port-au-Prince, la capitale haïtienne, ressemble à un cauchemar malthusien, très proche des villes anglaises de son époque. Un paysan anglais dans la misère recevait au moins l'aide de sa paroisse. Malthus s'élève contre cette assistance. Pour lui, ça laisse aux gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Et cela leur enlève toute motivation à travailler. David Ricardo, qui est à présent membre du Parlement, est d'accord avec lui. Il demande au Parlement que les salaires, comme tous les autres contrats, soient laissés à la concurrence libre et loyale du marché et qu'ils ne soient jamais contrôlés par le législateur. En d'autres termes, l'aide aux pauvres nuit aux lois du marché. En 1832, le Parlement réunit une commission nationale pour étudier un nouveau projet de loi sur la pauvreté. L'amendement est voté en 1834. Il tient compte des remarques de Malthus et Ricardo. L'idée est de construire des hospices pour les pauvres. Dans ces hospices, les conditions de vie devaient être encore pires que pour les plus pauvres à l'extérieur de ces hospices. Pour les pauvres qui trouvaient refuge dans ces hospices, c'était le dernier recours. Avant 1834 et les lois sur la pauvreté, les gens dans le besoin trouvaient du soutien à l'extérieur et chez eux. Après cela, ils ont été contraints de s'installer à l'hospice et de travailler pour gagner leur vie. Now still, hearken to what I have to tell you. First off, you've all got an order of admittance, I trust, and any rabble you've brought with you will be taken away. Then you'll be stripped and washed. Once you're clean, you'll be given your workhouse uniform.
It is not your property. Au milieu du 19e siècle, Charles Dickens écrit sur les hospices de pauvres. Et les hospices qu'il décrit sont ceux d'après la révision de la loi en 1834. Gentlemen, it is my considered opinion that our charity is being presumed upon. Hear, hear. Les conséquences sont lourdes. Et au niveau du travail, la société britannique est déjà devenue une vraie société de marché. Le travail est libéré, comme la terre et le capital. Les travailleurs doivent trouver du travail. C'est le marché qui détermine leur salaire. Ils peuvent se déplacer. Il n'y a plus aucune aide de l'État. Et voilà, une véritable société de marché capitaliste. Et dans un sens, Malthus et Ricardo y sont pour beaucoup. Inutile d'imaginer ce qu'a été l'impact de la libération de la main-d'œuvre dans la société anglaise du XIXe siècle. Il suffit d'observer la Chine aujourd'hui. La Chine, au cours des 30-40 dernières années. Pensez qu'il y a 30 ans, la grande majorité de la population était rurale. C'était essentiellement des paysans. Où ont-ils trouvé, en 20 ou 25 ans, cette immense main-d'œuvre qu'on trouve maintenant dans toutes les villes côtières du sud de la Chine? Vous aviez une population à majorité rurale. La plupart des gens étaient agriculteurs. Les terres étaient communes, puis elles ont été privatisées. Même si au départ vous avez divisé la terre en parts équitables, très vite vous avez des gens qui perdent des terres et d'autres qui en gagnent plus. Et vous vous retrouvez vite avec des grands propriétaires terriens et des petits propriétaires, et une large population sans terre du tout. C'est ce qui a créé cette main-d'œuvre potentielle. Une main-d'œuvre qui, grâce à David Ricardo et Thomas Malthus, est désormais libre de se déplacer pour rechercher du travail, prête à se vendre sur un marché mondialisé. Ils ont quitté leur village et inondé les villes. Ils sont passés de l'état de paysans d'un milieu rural très traditionnel à celui d'ouvriers dans un système capitaliste mondial. Une main-d'œuvre mondiale qui a permis à General Motors d'ouvrir des usines en Chine et au Mexique, laissant sur le carreau les ouvriers de Flint, incapables de la concurrencer. Nous arrivons dans le quartier où je vivais dans les années 80, lorsque j'ai commencé à pratiquer le droit ici à Flint. Ces maisons ont été construites par General Motors pour loger les ouvriers de la région qui venaient travailler dans ces usines. Il n'y a personne pour acheter ces maisons et il n'y a pas d'argent pour les raser. Petit à petit, le quartier se vide et devient sinistre. Flint est un cul-de-sac pour les idées de Ricardo. Premièrement, General Motors a quitté la ville pour trouver de la main-d'œuvre moins chère, tordant le cou à la notion de libre-échange de Ricardo. Deuxièmement, dans une version actuelle du débat initié par Malthus avec les lois sur la pauvreté, l'État du Michigan a commencé à suspendre certaines aides accordées aux plus démunis.
On Wednesday, the Republican-controlled Senate passed a House bill that puts a 48-month cap on state welfare benefits. Democratic Senator Gretchen Whitmer says another tool for the disadvantaged has been taken away. We've got too many kids in poverty as it is, and that's not how you move a state forward. Au cours des 6 derniers mois, notre organisation a lutté contre la politique des affaires sociales du Michigan, qui a radié plus de 30 000 personnes de l'aide publique. En fait, on se focalise non pas sur qui on peut aider, ni sur ce que ça coûte de sortir les gens de la misère, mais sur l'argent qu'on va économiser et les moyens d'empêcher les autres de les aider. Without the help of the state, my kids would be going hungry. And I'm not even going to allow that. Les questions soulevées par Malthus et Ricardo lors des lois sur les pauvres sont toujours d'actualité. Cela soulève la question du pouvoir du travail. Si votre filet de sécurité est élevé, si vous avez un salaire minimum qui permet un niveau de vie minimal, alors vous valorisez le travail, n'est-ce pas? Et c'est souvent considéré comme un problème dans un contexte de capitalisme mondial. David Ricardo est mort le 11 septembre 1822. Il n'avait que 52 ans. Rares sont ceux qui visitent sa tombe dans la campagne anglaise. Il est peu connu du grand public. Pourtant, en son nom, toute la planète a été transformée pour générer à la fois des richesses considérables et de terribles dégâts. Ricardo fait le coup de force suivant. Il va isoler l'économie des autres sciences sociales et permettre un raisonnement d'économie pure. Et c'est ça qui le rend si essentiel dans l'histoire de la pensée. Alors que Adam Smith ouvrait complètement sur une articulation avec le droit, le rôle du prince, le rôle des processus de socialisation, alors que Ricardo va spécialiser l'économie expliquée par l'économie. Et c'est vrai qu'à mon avis, c'est là une grande bifurcation, si vous voulez, qui est intervenue dans l'histoire des doctrines économiques. David Ricardo et Thomas Malthus ont participé à la restructuration de la société selon la logique du marché. Mais la société va vite se révolter, faisant entendre une nouvelle voix et une nouvelle vision de la logique du capital.